Aujourd'hui, je suis encore en bonne compagnie et c'est assez fabuleux. On va continuer à parler du super ouvrage Écrire à l'encre violette et cette fois avec Alex Lashkar. C'est toujours la série, on a la 3e vidéo et on passe donc d'Alexandra à Alex. Toi, tu t'es occupé du dernier chapitre, mais je vais quand même rappeler pour les gens qui regarderaient que celle-ci, qu'Écrire à l'encre violette, c'est un ouvrage que vous avez écrit avec carrément une petite colonie de vacances finalement, ou une micro-équipe de rugby. Une équipe de foot à 5. Une équipe de foot à 5, non mais c'est un peu comme ça. Oui. Écrire à l'encre violette, littérature lesbienne en France de 1900 à nos jours. C'est chez Le Cavalier Bleu, collection Convergence. Ça c'est facile parce que c'est écrit dessus avec deux belles préfaces. Une préface de Suzette Robuchon, une postface de Catherine Gonard que j'ai relue hier et que j'ai beaucoup aimé. Celle d'Elisabeth Lebovici, enfin de Catherine Gonard et Elisabeth Lebovici. Et c'est vrai que là, hier en relisant, je suis passée au postface et j'étais là, ouais, quand même, c'est super. Oui. J'ai oublié de le dire dans les 2 premières, mais 80% des droits d'autorise du livre sont versés à la Ligue. Les lesbiennes d'intérêt général. Parce que c'est quand même bien d'être lesbienne et d'intérêt général. Et toi, tu t'es occupée du chapitre qui pour moi est le plus difficile, parce qu'il est le plus actuel. Et alors, qu'est-ce que c'est compliqué l'actualité ? Alex, tu es en même temps doctorant entre Paris et Vienne. Surtout à Vienne. Surtout à Vienne. Quand on dit Vienne, on parle de l'Autriche. Tu sais que j'ai découvert hier, mais complètement par hasard sur Twitter, qu'apparemment il y a un comptoir à Salzbourg pour les gens qui voulaient aller en Australie qui se retrouvent en Autriche. C'est pas ton cas ? Non ? Toi, tu voulais aller à Berlin en fait. Moi, je voulais rester à Berlin, mais bon, c'était pas possible. Imagine, t'aurais pu te retrouver à Melbourne, t'aurais rien compris. Ouais, peut-être que Melbourne aurait été moins pire que Vienne, ceci dit. Différents niveaux. Je vais te recadrer un peu parce que c'est quand même bien d'être dans le cadre, au moins pour la vidéo. Au moins pour la vidéo. Et en fait, déjà, on va peut-être quand même dire un mot de ta thèse avant du chapitre, si ouais. t'es ok. Mais tu consacres ta thèse, ta jeunesse, à la littérature lesbienne actuelle. Oui. Mais c'est pas hyper dur la littérature actuelle ? Les lesbiennes, ça me paraît cool, mais... Non, les lesbiennes, c'est très cool. C'est compliqué, parce que du coup, moi, je suis vraiment sur quelque chose d'ultra contemporain, donc... littéralement ce qui sort en ce moment, enfin je veux dire très, très littéralement, c'est-à-dire qu'il y a des... Je pense notamment à 1 ou 2 romans qui sont sortis là à la rentrée littéraire, là en août, septembre, octobre 2023. Ah bah t'arrives à suivre l'actualité, c'est assez dingue. C'est ça, et que du coup je les ai lus et je me suis dit, toi tu vas dans ma thèse. Donc il y a un moment où je vais me faire gronder par mes directrices de thèse qui vont me dire, maintenant tu décides d'un moment où tu arrêtes ton corpus parce que ça suffit. Il faut que le présent devienne un passé, mais qu'il soit corpus. Voilà, donc c'est pas... Ou accepter que... C'est chez Bachelard que le présent est un infime moment entre le gouffre du passé et le gouffre de l'avenir. Tu peux pas écrire sur l'avenir, mais tu aimerais bien. Mais c'est ça, et du coup, mais c'est toujours très frustrant. Et là, on s'arrête en 2022 pour l'encre violette et... On va le rencontrer. Je prépare la miniature, hein, ça se voit, c'est très naturel. Et en fait, au moment même... au moment où on relisait les épreuves, etc., avant l'impression, j'étais déjà en train d'envoyer des messages à notre éditrice pour négocier parfois. Attends, il y a ça qui est annoncé, est-ce qu'on peut encore le rajouter ? Et j'étais insupportable. Genre, j'étais vraiment dans ce truc de genre... Au bout d'un moment, je devais m'auto-censurer et arrêter de lui envoyer des messages pour lui dire on peut rajouter ça, et ça, et ça. Au bout d'un moment, non, ça suffit. En fait, là, ça part à l'impression. Tu ne peux plus, genre, glisser des noms et des titres au fil de tes pages, ça ne marche plus. J'ai pas fait à ce point-là... Mais parce que j'étais très fatiguée, mais je l'ai fait quand même pour laisser et j'ai réussi à rajouter des noms de dernière minute et il y a des choses où j'ai renoncé et dû renoncer et c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'on se dit, tiens, avec ça qui sort après, etc., on aurait pu en parler. Moi, je commence souvent mes vidéos maintenant en disant, j'aurais pu en parler si j'avais su, si ça avait été publié ou des trucs comme ça. Ah, si j'avais su. Mais bon, ça fait partie de la vie, quoi, j'ai envie de dire, de la vie éditoriale. Et en fait, bon là, je vais quand même le dire clairement, tu animes une newsletter Gwynrick Chaotique. Tout à fait. Qui te met et tu fais régulièrement des piges sur la littérature lesbienne. Maintenant que depuis que j'ai un poste à Vienne et que j'ai moins besoin d'argent arrivant d'autres sources, j'en fais plus qu'une par mois dans Jeanne Magazine, qui est le seul... À ma connaissance, j'ai toujours du mal à dire le seul, le prénom, non, mais à ma connaissance, c'est le seul mensuel lesbien en France.
je veux dire aujourd'hui en 2023. Et du coup, papier, en plus. Non, il est en ligne. Il est que en ligne. C'est tout en ligne. Et du coup, tous les mois, je publie, enfin non, pas tous les mois, mais parce que la vie, mais le plus souvent possible, j'essaye de publier une pige sur un roman, et soit je prends quelque chose qui vient de sortir, soit je prends un roman dont j'ai très envie de parler pour des raisons diverses et variées, et j'en parle, mais on reste toujours sur des choses quand même relativement récentes, quoi. Et, voilà. Et ça, c'est vraiment... Donc, on peut s'abonner à ta newsletter. Pourquoi avoir fait une newsletter alors, on va tout dérouler, c'est parti. Ah, mais c'est... Parce que... Tu le sais, le pitch de... Allez, t'as 3 minutes d'ascenseur, c'est parti. C'est ça, et bien là, tu es en train de monter, c'est l'ascenseur. Parce que... Comment ça a commencé ? J'ai lancé il y a quasiment un an. Et en fait, j'étais très frustrée. Enfin, je commençais à être frustrée du format Instagram parce que je publie aussi des critiques de livres sur Instagram. Je vais mettre tous les liens en description, évidemment. Et du coup, je parle beaucoup de littérature lesbienne sur Instagram. Et en fait, j'étais un peu frustrée par le format d'un côté des stories qui disparaissent, etc. Ouais. Et de l'autre, des posts tu peux mettre que 10 photos et que... un certain nombre de caractères en description, et je commence à être un peu frustrée par ça. Et puis en plus, il y a des mots que tu peux pas dire parce que sinon tu te fais bolosser par l'algorithme. Et puis Instagram, c'est Facebook, quoi. Hein, donc voilà. Tu peux pas montrer des tétons, alors bon, quand on parle de livres, il n'y a pas toujours des images, mais enfin, on peut parler de BD, de livres illustrés, de plein de choses comme ça. Il y a des mots qui fonctionnent pas. Lesbienne, c'est quand même un mot que les algorithmes n'aiment pas trop. Ben, c'est ça. Et puis, donc voilà, c'était... J'adore Instagram, c'est un super moyen de vulgarisation scientifique, enfin pour moi en tout cas j'adore, mais je commence à être un peu gênée par le cadre que ça m'imposait, et d'un autre côté il y avait tout mon travail universitaire que j'aime beaucoup aussi, mais c'est un autre langage, et puis c'est sur un temps plus long, enfin je veux dire le moment où quand tu proposes un article, rends un article, que ton article est publié, t'es déjà tellement passé à autre chose. On a compris que t'es plutôt en ébullition, que on va dire que tu aimes bien jouer sur différentes temporalités et t'adresser à différents publics. Mais avec différentes langues aussi, parce que ça permet d'avoir des médiums très différents. Bah c'est ça, et c'est pour ça que la newsletter ça me semblait faire sens, et puis j'avais un certain nombre de gens autour de moi qui avaient des newsletters, etc. Et du coup je me disais, tiens, je pense que ça peut être un médium intéressant pour ce que j'ai envie de faire, une liberté totale, ce qui est quand même quelque chose que j'apprécie. C'est chouette la liberté, je recommande. C'est ça. Et du coup, je me suis lancée là-dedans, un peu en mode genre, bon, on va voir ce que ça donne. Au pire, ça fait un flop et ça n'intéresse personne et je n'en reparlerai plus jamais, c'est pas grave. Et elle marche bien ta newsletter, non ? Elle marche hyper bien. Maintenant, j'en suis à. Je crois que je viens de passer la barre des. Alors que clairement, j'en fais pas des masses et j'en fais pas beaucoup la pub et j'en fais pas régulièrement parce que ça s'appelle Gouinerie Chaotique pour une raison. Mais je crois qu'il y a 1000 personnes maintenant qui sont abonnées. Ah, c'est bien. Et ça veut pas dire qu'il y a 1000 personnes qui ouvrent les mails et lisent les mails, évidemment. Il y a des. Voilà. Non, mais ça, moi je veux dire, j'ai 3800 et quelques abonnés à la chaîne. Mes vidéos, elles font pas 3800 vues à chaque fois. Hein. Oui, voilà. On est plutôt à 200-300. Ouais, moi je vois. Ouais. 10 fois moins. Bah oui, mais YouTube c'est le format. Puis en plus moi je suis typiquement la chaîne où tu t'abonnes en ayant bonne conscience, en disant oh là là ça va être super d'apprendre tout ça. Et après au moment de lancer les vidéos, bah t'as la flemme, enfin je veux dire je le sais. Hein. Ah. Ouais, mais moi je sais que ce qui. Alors je pense qu'on a moins la flemme de lire que les vidéos d'1 heure. Ouais, mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de newsletters quand même en ce moment et que globalement on reçoit beaucoup de mails aussi. Et du coup ça s'empile aussi, donc j'essaye aussi de. Des fois je me dis genre à quelle heure je l'envoie, à quel jour, enfin bref. Bon. Mais c'est vrai que le format newsletter il est à la mode en ce moment, mais bon, bah, c'est pas un problème d'être à la mode. C'est partie des choses dont on discutait avec Charlie sur un monde plus sale que moi. Ouais. Moi je disais c'est un roman qui est actuel et qui est de son époque, mais pour moi c'est pleinement positif en fait. Ah, mais complètement. Et c'était son but. Mais oui, puis moi je trouve ça intéressant de se saisir des outils que t'as à ta disposition à une époque donnée, et les newsletters c'est chouette et je peux faire absolument ce que je veux, et j'ai été beaucoup inspirée parce que c'est toujours important aussi de dire à qui on doit des choses, et Eva Belgarbi qui est une chercheuse en histoire de l'art, formidable Eva, et qui Eva, a aussi en plus non mais Eva me soutient tout le temps sur tout ce que je fais, pratiquement tout ce que je fais, parce que soit il y a des trucs qu'elle rate, soit elle les aime pas, elle veut pas me le dire et c'est formidable aussi d'être si délicate dans le non-soutien, mais Eva elle est formidable, mais elle est formidable, et il faut s'abonner aussi à ses propres publications. Ouais, et elle a aussi sa newsletter, et du coup elle m'a guidée un peu aussi pour la structure, enfin donner une structure qui me convienne et
qui fasse sens, etc. Oui, puis avoir quand même le principe du newsletter et t'en fais ce que tu veux derrière, quoi. Oui, c'est ça. Donc on avait un peu échangé aussi à ce moment-là quand je bossais là-dessus. Donc voilà, c'est en partie grâce à Eva que je me suis lancée. Ah, c'est super. Oh là, je me rends compte que j'ai vu une mèche qui est remontée, c'est bon. Et voilà, du coup, moi je m'amuse bien dans mes newsletters. Et je fais aussi des interviews d'auteuristes quand je peux, quand je trouve le temps pour le faire. Et voilà. Et la dernière, c'est sur la rentrée littéraire. Je fais un panorama de la rentrée littéraire, de ce qui est sorti, de ce que j'ai lu surtout, et de ce que j'ai aimé. Non, je parle que de ce que j'ai aimé. J'ai fait une entorse à ma règle de ne pas tracher les gens publiquement. J'ai fait une exception parce qu'il y a eu un livre très transphobe, un roman, whatever, j'en sais rien, très transphobe qui est sorti. Et en fait, c'était tellement transphobe et c'était tellement violent que là, je me suis dit, en fait, non, là, je peux pas ne pas le dire parce qu'en fait, il a été présenté comme waouh, un bouquin trans et tout. Et il y en a tellement peu. Il y en a encore beaucoup moins que la littérature lesbienne pour l'instant. Et du coup, j'ai dérogé à ma règle de ne pas tracher des gens en public, surtout quand c'est des personnes sexisées, ou en tout cas minorisées de manière générale. Et j'ai dérogé à la règle et j'ai allègrement traché le bouquin. Mais en même temps, c'était justifié. Enfin, je veux dire, c'était tellement. En fait, c'était un cas d'école de transphobie et de transmisogynie. Et je veux pas que les gens s'infligent ça, en fait. Et du coup, j'ai dit celui-là, vraiment, c'est non, ne le lisez pas. Par contre, en roman trans, ils sont super, lisez ça et ça. Voilà. Et c'est vrai que je comprends vraiment, en tout cas, j'essaie, j'ai dérogé aussi de ne pas dire de mal, par exemple sur la chaîne, de ne pas parler des choses que j'aime pas. Et j'ai quand même parlé d'Alain Damasio, tu vois, donc ça. Et en même temps, bon, c'est vrai qu'Alain Damasio, j'ai quand même pas non plus l'impression de l'avoir coulé, tu vois, enfin, ou d'avoir une quelconque influence sur quoi que ce soit. Mais globalement, voilà. Ce qui est très compliqué, parce que là, en plus, moi, je veux dire, j'essaie d'étudier aussi, par exemple, le male gaze ou des choses comme ça, même si je me suis un peu détachée de ces littératures-là. L'air de rien, tu vois, le fait de dire, par exemple, le texte est misogyne, est-ce que c'est souvent pris pour une forme de cancel culture? Oui. Ne le lisez pas. Bon, ça dépend de quoi tu parles et comment tu parles, mais enfin, quand tu es en train de conseiller à des copains des bouquins en fonction d'un intérêt commun, et que t'es pas en mode académique, t'as quand même le droit de dire aussi lisez pas, enfin, tu vois. Et les gens font ce qu'ils veulent de ça, en fait. Ah, mais complètement. Moi, j'ai dit, voilà, c'est transphobe parce que ça et ça. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais moi, je me suis sentie obligée là, pour le coup, je me suis sentie obligée de le faire parce qu'on a tellement peu de publications trans, et d'autant plus qu'ils n'ont pas des traductions, qu'il fallait le dire, en fait. Et voilà. Mais normalement, moi, je préfère mettre mon énergie dans les choses positives et encourager des personnes, enfin, des autoristes qui débutent, des maisons d'édition émergentes, des publications vraiment... Enfin, voilà, des voix vraiment minoritaires et vraiment intéressantes. C'est qu'il n'y en a pas tant que ça, hein, Tu as choisi un titre de chapitre qui te va bien. Portrait d'une littérature en feu. 21e siècle, écriture bouillonnante et impatience politique. Je trouve qu'il te va très bien. Et que tu es peut-être le reflet d'une certaine littérature. En tout cas, finalement... alors on va peut-être expliciter le titre, tu vois, qu'il y a quand même une référence. Alors on a un peu la crève tous les deux. Donc, on est sur un bon mood d'hiver. Le titre... Comment t'as choisi le titre Alors, dans le découpage, bon, c'était évident que tu allais avoir l'ultra contemporain, c'est ta spécialité, c'est ce que tu fais dans ta thèse. Oui. J'ai pas signalé d'ailleurs le colloque récent que tu as organisé à Vienne. Je suis vraiment désolée, mais on va dire que c'est le moment. Quel était son titre déjà? Alors c'est là qu'on voit que j'improvise et que j'ai pas mes notes. Et que c'est pas bien, les enfants, ne faites pas ça. Le titre, c'était... moi, il faut que je réfléchisse, du coup. C'était en anglais. Le titre, c'est juste pour que tu parles en anglais devant tout le monde. Et pour que toi, t'aies pas à parler en anglais. Non, c'est vrai. Moi, je suis allemand levéant. Oui, moi aussi. Le titre, c'était Queer and Feminist Relationships. Et la fin, c'était In Contemporary Fiction of Roman Studies, parce que les études romanes hors France, c'est ce qu'on utilise comme terme pour désigner tout ce qui est fait en langue d'originaire du latin. C'est ça, donc de langue française, espagnole, italienne, il y en a aussi roumain, portugais, et j'ai oublié un truc important. Enfin,
il me manque un truc, il me manque une langue, c'est pas grave, tant pis. Là, ça me vient plus. Je sais plus. Celle qui manque, c'est pas grave. Je sais plus, je sais pas, bref. Bah, mais c'est ce qu'on appelle les études romanes. Oui, voilà, c'est juste qu'en France, les gens en général ils connaissent pas. Genre, toi t'es en quoi? Je suis en romanistique, les gens ils sont là, mais de quoi tu me parles? Mais moi en Allemagne et en Autriche. La poétique, genre il y a la poétique, la romanistique. Oui, c'est ça, les gens la théâtrilistique. Oui, ou la dramatique. Moi je suis très dramatique. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas les 3 genres. Mais du coup, voilà, en gros, c'était sur les fictions de langue romane au XXIe siècle, queer et féministe. Enfin, c'était surtout très queer. Ce qui n'était pas pour me déplaire. Et c'était super. Et on va publier les actes. On est sur le dossier. Ah, mais ça, c'est long. Non, chez nous, c'est plus court. C'est plus court? En Autriche, en Allemagne, c'est plus court. Ah, mais parce qu'on en publie peut-être des communications et pas des articles complètement remaniés. Ah, si, mais c'est juste le. Enfin. Non, c'est plus court en général. Bah, tant mieux. Surtout qu'en France, c'est très long. Donc... Bah, c'est très très long. On peut attendre 2-3 ans pour des actes de colloque. Non, moi je pense que. Non, ce sera plus rapide. Et bah, quand tu les auras, je les rajouterai en commentaire. Ça marche, ça sera aussi en anglais. Hein. Bah oui, mais on va dire que les gens, ils auront peut-être de l'anglais avec leurs yeux qu'ils n'ont pas dans leur bouche, tu vois. Peut-être. Et parce qu'ils ont l'anglais dans leur cœur. Je sais pas, moi. Mais moi, je dis beaucoup mieux l'anglais que je ne le parle, même que je ne le comprends. Oui. Mais comme tout le monde, en fait. C'est clairement comme tout le monde. Surtout quand on est universitaire. Attends, mais j'ai tellement un anglais chiracien, tu vois. Ou rafarinesque. Oui, carrément. Ah ouais, je suis vraiment mauvaise en anglais, à l'oral. Mais je suis mauvaise parce que déjà, moi, dans ma tête, il y a tu parles français ou tu parles étranger. Donc quand je parle anglais, je vais mettre le verbe à la fin, tu vois. Comme en allemand, je veux dire. Donc c'est... on se fout un peu de ma gueule. J'arrive quand même, j'ai réussi à me promener dans Londres, à me promener aux États-Unis, bon, sur peu de jours, mais voilà, à me perdre et à me retrouver, à demander ma route aux gens, voilà. Ça va. Ça allait. Ça va. Mais c'est... Ouais, c'est poussif, quoi. Mais en fait, quand il y a personne qui me regarde de français à côté qui va se foutre de ma gueule, ça va mieux. Ah bah oui, non mais ça c'est toujours le complexe aussi de parler. Qui est énorme pour les Français, et ben on sait pourquoi, parce que franchement les Français ils sont pas tous sympas. Non. Mais je me suis rendu compte que je parlais mieux anglais toute seule qu'avec d'autres Français à côté, ce qui est quand même clairement ben voilà, une timidité, une gêne. Ah non mais ça m'étonne pas, c'est assez courant. Enfin si ça peut te rassurer. Ben ça me rassure quand même, mais je parlais quand même pas anglais devant toi. Ça, je crois qu'un Cruel est en français, donc du coup je pense qu'on est... Non mais on parle de littérature publiée en français, donc je pense qu'on est bien. Alors, du coup le titre. Ouais, donc le titre, eh bien peut-être que... enfin, qu'est-ce qu'une littérature en feu? C'est donc les bûchers que vous voulez dresser pour faire des autodafés. Mais non, voyons. C'est une référence à... Mais c'est évidemment une référence à Céline Sciamma. Voilà, au portrait de la jeune fille en feu, donc le film de Céline Sciamma. Parce qu'en fait, franchement, je pense que choisir le titre, ça m'a pris beaucoup. En fait, choisir le titre, choisir le titre et le sous-titre du livre, ça a été compliqué. Choisir les titres et les sous-titres de nos propres chapitres, ça a été compliqué. Ouais. Enfin, et c'est des choses auxquelles tu t'attends. En fait, tu t'attends pas à ce que tout ça prenne autant de temps. Quand t'es dans l'écriture. Et puis en plus, après, t'arrives à la fin du manuscrit et genre, il y a tout, sauf des titres et des sous-titres, et t'es là, putain. Ouais. On y était presque, et genre, il reste tout ça, il reste tout à la fin. Ça dépend des personnes, je voudrais pas parler à la place des autres et dire des conneries. Alors est-ce que ça a été fait chacun Mais moi mon titre il arrivait très tard dans le processus, quoi, très très tard. Ok. J'étais juste là genre je ne sais pas, le 21e siècle, un siècle en construction. Alors, ton doc de travail dans ta tête, tu travaillais sur quoi? C'était quoi toi, comment tu te le représentais ce chapitre finalement? Je me le représentais comme une montagne en construction et un peu infranchissable. Je pense qu'on peut commencer comme ça. Ouais, mais on peut le dire parce qu'on va... Non mais c'est pas parce qu'on a participé à un livre qui a un écho, qui est très bien, qui est reconnu, et à juste titre, que ça n'a pas été dur de le faire en fait. Ah, ça a été dur. Non mais tu vois, je veux dire, c'est vraiment un des principes de la chaîne, c'est toujours d'incarner la recherche, je veux dire voilà comment on fait, comment ça se passe, ou l'écriture ou quoi, ça dépend évidemment des gens qui viennent. Mais ouais, c'est dur à faire quoi en fait. C'est vraiment dur. Bah oui, et puis en fait, il y a plein de choses qui se rejoignent aussi, c'est-à-dire que moi, quand on l'a rédigé, j'étais en tout début de thèse non financée à ce moment-là. Donc, je taffais aussi à côté pour avoir de l'argent, quoi. Il y a eu le Covid.
avec le confinement, enfin les confinements, enfin le deuxième en l'occurrence en ce qui concerne la rédaction du livre, moi j'ai rédigé en tout cas pendant le deuxième confinement qu'on a eu, parce que j'habitais en Allemagne à l'époque, donc le deuxième confinement qu'on a eu à Berlin, en plein hiver. Ouais, c'est bien déprimant. Et puis Berlin, l'hiver à Berlin, faut savoir quand même que c'est quelque chose. Hein. C'est ça. Alors, j'ai connu un moins 25 à Berlin, dont je me souviens bien. Je sais que c'était pas tous les ans et qu'apparemment c'était pas depuis 10 ans. Je me souviens avoir senti mes ongles craquer. Ah oui. C'est le froid berlinois, c'est quand même terrible. Hein. Ah non, mais oui, c'est ces moments où tu veux plus sortir chez toi. Puis quand t'as déjà un petit fond dépressif, déjà de base, c'est pas très engageant. Et du coup... C'est pour ça, la littérature en feu, c'était pour te réchauffer. C'est ça. J'étais avec mon plaid, tu sais, avec mes bouquins. Ah ouais, c'est très bien les plaids. Et non, en fait, En fait, ça a été compliqué parce que du coup, donc, j'étais en début de thèse. J'ai un sujet de thèse qui a pas mal évolué pour différentes raisons, mais je savais que ce qui m'intéressait le plus, c'était la littérature lesbienne contemporaine. Je savais pas encore que c'était la littérature ultra contemporaine qui m'intéressait le plus, mais j'étais quand même vraiment sur cette idée que c'était le 21e siècle qui m'intéressait le plus. Et d'où le fait que ce soit moi qui me sois chargée du 21e siècle, c'était assez... On va refaire. C'était assez évident. Et en fait, ce qui s'est passé... En fait, avant même d'écrire, ou de problématiser la période, ou de faire quoi que ce soit, il a fallu trouver les livres. Ah ben là, t'as un travail de synthèse, de recension à faire. Et on va quand même le dire, quand on travaille sur l'ultra contemporain, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'études critiques dessus. Puisque c'est nous qui faisons les études critiques, donc toi. Mais c'est ça. Et donc, ce travail de défricheur, il est toujours mal vu parce que tu vas pas mettre quelqu'un si tu vas vexer la personne. On va te dire que tu oublies quelqu'un, que tu occultes, que tu que tu machin. Non, mais c'est vrai, c'est très agréable. Ah, mais je sais que j'ai vexé des gens sans le vouloir. Et je sais que j'ai oublié des gens. Et voilà, mais ça fait partie des... quand tu travailles là-dessus, c'est obligé, quoi. Et c'est là aussi, mais quand tu dis qu'on travaille là-dessus, j'ai un peu envie qu'on l'approfondisse et qu'on le redise. C'est-à-dire littérature lesbienne, c'est-à-dire que c'est rarement dans le titre, c'est rarement dans les dossiers presse envoyés aux journalistes, c'est rarement en 4e de couverture. Ça, tu as peut-être envie d'en dire quelque chose. Mais donc là, ici, on a beaucoup de chance, c'est marqué lesbien. Dans le camp lesbien de Monique Wittig, on a de la chance, c'est écrit lesbien. Bon, ça y est, on a fait le tour, quoi. Enfin, si tu prends que les titres à ce niveau-là, il y en a quand même pas beaucoup des livres où c'est marqué lesbien dans le titre. Ou juste en feuilleton, tu comprends tout de suite que c'est un livre qui parle de lesbianisme. Donc c'est moins le cas en ultra contemporain que avec René Vivien, par exemple. Enfin, tu vois, le début 20e. Je prends un exemple juste parce qu'il me traverse la tête. Mais en fait, c'est quand même dur de les trouver. Et puis, moi, je le vois, et je pense que tout le monde fait ça avec toi. On dit, ah, mais attends, Alex, t'as pensé à un tel, parce que lesbien. Et en plus, toi, tu dis, mais ça suffit pas d'être lesbienne dans la vie. La question, c'est aussi, est-ce que le livre est lesbien? Et donc là, il y a toutes ces questions de définition. On en avait parlé avec Camille Isler. Est-ce que c'est de la poétique? Est-ce que c'est thématique? Est-ce que c'est la réception qui fait le lesbianisme? Démerde-toi avec ça, quoi. Donc évidemment, c'est une conjonction de choses qui permet d'avoir les définitions et de créer des corpus, avec aussi des effets de corpus. Par exemple, le fait que les livres se citent les uns les autres, ça c'est vraiment les sujets de Camille actuellement. Oui. Et c'est passionnant. Aurore travaille aussi ça. Et Aurore reviendra, mais quand elle sera en forme. Et donc voilà, toi, finalement, tu as quelque chose d'assez malin. Finalement, avec tes activités de journaliste et la newsletter, on t'envoie des services presse pour dire coucou, lis ça. Mais ça suffit pas parce qu'il y a des gens qui te connaissent pas quand même, comme des attachés de presse ou des choses comme ça. Ouais. En fait, le processus. En fait, parce que du coup, je bosse sur les rentrées littéraires, donc à chaque fois, je regarde. Peut-être rappeler quand même qu'on a à peu près 500 parutions à chaque rentrée littéraire. Donc tu risques pas de tout lire pour vérifier s'il y a ou non des lesbiennes, quoi. Voilà, mais déjà. Et on rappelle, avoir des lesbiennes, ça ne veut pas dire que le livre est lesbien. C'est ça. Et plus le fait aussi que. Comment dire qu'en fait, moi, quand je regarde pour les rentrées littéraires, je regarde ce qui va sortir. Déjà, il faut penser à toutes les maisons d'édition. C'est con, hein, mais genre, il faut y penser. Et donc, il faut les connaître, il faut avoir des listes. Il faut les connaître. Il faut regarder tout ce qui va sortir. Il faut faire ce truc terrible de faire des listes de lesbiennes. Il faut faire Oui. Il faut faire des listes de lesbiennes, tout à fait. Et il faut regarder les résumés. On appelle ça des listes qui viennent. Bon, pardon, excuse-moi, je te déconcentre pour te raconter vraiment des conneries. Mais
Donc, je suis vraiment désolée, je pensais vraiment pas que je ferais autant rire avec une blague aussi nulle. Ça, c'est la fin de la semaine parisienne, tu sais. Mais genre, non, je mais là, commence c'est à... une grande semaine. Mais alors, c'est aussi pour ça qu'on fait... que je suis vraiment contente que tu sois là, parce que en fait, t'es quand même un peu en train de courir dans tout Paris et au-delà. Et c'est vraiment un grand honneur que tu me fais à moi et au petit grain de lettres. Et aux abonnés. Donc je suis vraiment ravie que tu sois là. Bah, franchement, tu m'as nourri, donc à partir de là... il faut quand même savoir que si on me nourrit, Non, après on peut me demander n'importe quoi. Donc à partir de là, tu m'as nourri, tu peux me demander quasiment n'importe quoi. Non, j'ai mis des champignons dedans, ça fait que je peux un peu moins te demander. C'est vrai que ça t'a un peu réduit le ouais. Mais je savais pas, j'aurais dû te demander. Mais non, mais la question de trouver les bouquins, en fait, de trouver les autoristes et de trouver les bouquins. Et moi je dis autoriste, on peut dire globalement autrice pour les autres chapitres. Ouais. Moi je dis autoriste parce que j'ai des personnes transmasculines dans mon corpus. Je le précise, parce que c'est important de le préciser. Mais en fait il faut trouver les autoristes, il faut trouver leurs bouquins, enfin il faut trouver leur bibliographie et ensuite au sein même de leur bibliographie trouver ce qui va être lesbien ou pas. Bah oui, parce que tout n'est pas lesbien dans une œuvre. Enfin, par exemple, Nina Bouraoui. Oui. Il y a toute une partie de son œuvre qui constitue un cycle autofictionnel, donc c'est très lesbien, forcément, parce que c'est autofictionnel. Et il y a toute une partie qui est hyper straight, que d'ailleurs je trouve beaucoup moins réussie, mais c'est un autre sujet. Je pense que tu as dévié. C'est très possible. Mais par exemple, voilà, mais du coup ça veut dire que. Mais pour savoir ça, il faut lire tout Nina Bouraoui pour le capter. Mais moi ça s'est passé comme ça pour moi en tout cas. Parce que c'est pas l'identité de l'autoriste qui fait. Que tu retiens tout, ce qui d'ailleurs pour ta thèse comme pour toutes tes activités on va dire médiatiques plus largement est salvateur parce que bon il y a quand même ça des bouquins que tu peux juste feuilleter en disant c'est pas pour moi parce que sinon tu frites surtout ça serait monumental, c'est pas ça. Possible. Mais du coup moi je fais beaucoup ce taf là de défricher en fait comme tu disais et en fait je fais le tri et je filtre et pour donner ensuite accès pour que les gens aient accès à ce qui reste une fois que c'est passé au filtre. Un filtre qui est pas parfait et là c'est la fin de la rentrée littéraire et j'ai oublié des choses et j'essaye de rattraper un peu un moment je vais le tu le dis, vous le dites tous sur ça mais on dit toujours ce n'est pas exhaustif et on donne tout ce qu'on a, on fait tout ce qu'on peut, ce n'est pas exhaustif, ça ne peut pas l'être et moi quand je bosse sur les rentrées littéraires je dis toujours en général si je parle pas d'un bouquin ou s'il est pas dans la liste parce que sur mon carnet de thèse je mets toujours la liste de la rentrée littéraire en cours. Oui, ça, je n'en ai pas parlé, on mettra le lien aussi. Mon carnet de thèse. Oui, bah oui. Oui. Et du coup, je mets maintenant à chaque rentrée littéraire, je mets la liste de tout ce que je trouve avec les résumés des maisons d'édition, etc. Donc c'est un truc très factuel, c'est pas mon avis, c'est juste pour que la liste soit quelque part. Oui, mais c'est super pratique quoi. Mais oui. Et en fait, j'actualise au fur et à mesure, bref. Mais je mets très clairement, attention, ceci n'est pas exhaustif. Et en général, si je parle pas d'un bouquin, c'est que j'en ai pas entendu parler, et que je l'ai pas trouvé, et que machin, et du coup je suis toujours hyper reconnaissant quand des gens viennent me voir en me disant est-ce que t'as entendu parler de ça, parce que c'est lesbien, parce que c'est trans, parce que maintenant du coup je fais aussi la rentrée littéraire trans, est-ce que t'as entendu parler de ça ou pas, et c'est aussi un travail collaboratif, tu vois. Ça permet de centraliser, et en fait ça fait de toi un acteur de la constitution de corpus. Tu vois, alors acteur parce que tu vas centraliser, avoir ces choses institutionnelles, dossiers de presse, des trucs comme ça, et puis parce que en fait toi tu le fais ce taf en fait quoi. Ah oui, mais c'est énorme. C'est très long et très ingrat, mais je pense que c'est nécessaire et puis après en vrai je suis beaucoup aidée parce que je suis en contact avec des libraires qui me disent tiens telle maison d'édition est passée, il y a tel bouquin, je pense que ça peut être un truc pour toi. Je suis en relation aussi avec des éditoristes dans différentes maisons. Je suis en relation aussi avec des gens qui travaillent dans les relations presse. Donc je suis en relation avec plein d'actrices du monde du livre. Pas toute la chaîne, mais pas loin en fait quoi. Ce qui te manque finalement, c'est d'être un peu du côté distributeur impression, mais c'est moins ta cam quoi. Oui, non, oui. C'est pas... le grain du papier. Oui, du coup, ça me concerne moins. Mais du coup, non, c'est beaucoup un truc de réseau. Et après, j'ai réussi aussi à constituer ce réseau, bien que je ne sois pas à Paris. Ce qui est, important de le souligner. Mais je pense aussi peut-être qu'on peut...
autant dans la constitution du corpus de mon chapitre de l'encre violette que dans mon travail en fait au quotidien, ne pas être à Paris, ça complique les choses. Enfin parfois ça les simplifie aussi, mais ça permet de se tenir à distance de certaines choses qui peuvent se passer dans les scènes culturello lesbiennes, où parfois je suis bien contente de ne pas être associée à des choses qui peuvent se passer. Ça me permet de garder une certaine distance. Mais par contre, en termes de relations interpersonnelles, de relations humaines, de relations professionnelles, c'est pas... c'est pas ouf. Enfin, moi j'aurais adoré, par exemple, pendant que je rédigeais, j'aurais adoré pouvoir aller... je crois que Violet & Co, ancienne version, elle n'est pas encore fermée. Et par exemple, juste après le confinement. Juste après le confinement, tu vois, j'aurais adoré y aller et genre juste prendre tout leur catalogue et regarder et discuter avec elles. Genre, je suis sûre que j'aurais gagné un temps pas possible. Au lieu de ça, je me suis retrouvée à taper lesbianisme dans la barre de recherche de Babelio et je me suis tapé 300 pages de résultats et j'ai fait les 300 pages de résultats. Après, j'ai tapé aussi homosexualité féminine, enfin bref. C'était ardu. Mais il faut trouver les œuvres. Et quand t'es pas à Paris, ou pas en France en tout cas, que c'est le confinement, que t'as pas beaucoup d'argent, il faut être inventif. Et du coup, ça prend beaucoup plus de temps, mais je l'ai fait quand même, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Et j'ai eu aussi tout ce moment-là, parce que j'habitais en coloc à ce moment-là à Berlin, dans une chambre qui était pas très grande. Et en fait, littéralement, je me suis retrouvée, et il y avait plein de livres que tu trouvais pas, que tu pouvais pas pirater. Non, sur les livres récents de petites maisons, tu les trouves pas. Ben c'est ça. Et donc du coup, je me suis retrouvée, et j'ai dépensé un budget pas possible en bouquin. Un argent que j'avais pas forcément, pas trop quoi, et donc j'ai dépensé un budget vraiment conséquent, et en fait je me suis retrouvée et j'ai acheté des tonnes de livres d'occasion et tout, enfin bref, qui sont arrivés de partout dans ma chambre. Même à Berlin, c'est une vraie question. La place en fait, et j'avais littéralement des piles de livres partout dans ma chambre. C'est-à-dire que le soir, quand j'allais me coucher, je devais les enlever de mon lit pour les mettre sur mon bureau, et le matin je me levais et elles repassaient de mon bureau à mon lit. Et j'en avais partout, et j'en avais vraiment partout. Il y avait des piles qui étaient quasiment aussi hautes que moi. Et certes, je suis petite, mais bon, quand même, tu vois. Et genre, vraiment. Et genre. Après, tu vois, on pourrait se dire, il y a une métaphore. Enfin, tu sais, il y a un truc cool, genre, je navigue dans la littérature lesbienne et tout. Non, en fait, c'est relou. En vrai, c'est super relou. Désolé, quel que soit les bouquins... Il n'y a pas de place. J'avais plus de place pour étendre mon linge. Alors là, on n'est pas du côté où on voit les bouquins dans le salon. Il n'y a pas encore de déco, tout ça. Mais cette partie-là du salon, mais les bouquins partout, c'est un truc, surtout que la mort de mon père, hein, tu sais, qui était collectionneur de BD assez vénère, c'est super fatigant. Ouais, c'est super. Puis ça t'envahit vraiment la tête et l'espace, t'en sors jamais, enfin. Donc mais c'est ça, même quand je bossais pas, ils étaient là toujours tout autour de moi, et je me sentais épiée par des dizaines de livres, tu sais, j'étais là. Tous ces lesbiennes qui te regardent. Non, mais c'est ça la pression, putain, il faut que je parle de toi. Non, faut que je parle de toi aussi. Non, j'ai pas parlé de toi. Non, c'est dur. Non, j'ai eu un moment, alors la rédaction était rapide, mais le rush final a été rapide pour l'essai, mais j'ai eu un moment comme ça où donc j'ai pas pu lire tout ce que j'avais acheté, tout ce qui était autour de moi, etc. Donc moi, pour le coup, plutôt de féministe, mais le même le même rush, quoi. La même littérature en feu, écriture bouillonnante, impatience politique. Alors, je te ramène au chapitre. Ouais. Alors, les bandes temporelles, donc finalement, fallait... Déjà, toi, t'as eu ce problème, tu l'as mentionné, de finir. Oui. Et d'accepter que le livre allait avoir une péremption, en fait, puisque tu pouvais pas rajouter les choses au fur et à mesure. Non. Enfin, une péremption, oui, si, c'est une péremption, parce que voilà, il y a une date de parution et c'est comme ça. Ah bah oui. Et finalement, tu t'occupes des années 2000. 2000 et 2010. Ah oui, quand je compte 2000, c'est 2010 jusqu'à 2020. Ah oui. Et donc tu t'arrêtes en 2022 à peu près. Oui, je crois que j'ai rajouté in extremis des livres qui allaient sortir au moment même où nous, le livre allait sortir aussi. J'ai plus ce que j'ai bidouillé, mais j'en ai mis le plus possible. Donc ça fait quand même presque une génération c'est 25 ans, de littérature lesbienne. Ouais. Et qui arrive à un moment qui est quand même politiquement, au niveau de l'actualité, assez particulier, à savoir quand même une plus grande visibilité, une installation dans le champ médiatique, dans la vie, le mariage pour tous au milieu, hyper important, la PMA à la toute fin. Donc on est quand même sur des grandes dates de l'histoire queer. Et sur l'institutionnalisation aussi, et peut-être quelque chose de j'allais dire plus permissif, mais je suis à peu près sûre que c'est pas les bons mots, mais de plus prolifique au niveau des publications lesbiennes. Est-ce que ça c'est une fausse idée ou pas? Plus prolifique, je pense pas.
En fait, souvent, les gens, ils pensent qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de littérature lesbienne qui sort qu'avant. Et je pense qu'il y en a un peu plus, effectivement, qu'avant. Il faudrait regarder vraiment les chiffres dans les détails et tout. Je pense qu'on peut quand même dire que oui, il y en a un peu plus qu'avant. Mais pas autant que ce qu'on pense. C'est juste qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus visible, ne serait-ce que parce qu'il y a les réseaux sociaux. Il y a toi et ta newsletter, oui. Entre autres. Aussi, mais il y a les autoristes qui sont là sur les réseaux sociaux et qui font leurs promos et qui, enfin, et les maisons d'édition. Oui, et puis c'est ouvert. Et puis on voit plus les personnes. Mais c'est ça. Les autoristes. Alors que par exemple, si tu regardes les années. Je vais essayer de pas dire de bêtises, mais les années 90, etc., par exemple, tu vas avoir plein de trucs policiers ou romances, etc. T'en as plein. T'en as plein. C'est juste que, ben voilà, on n'y pense plus forcément trop aujourd'hui. Enfin, voilà, mais il y en avait plein. Là, la différence, c'est la visibilité. Et aussi le fait qu'il y a plein de personnes qui s'attachent à visibiliser ces littératures-là. Et ça change aussi quelque chose. Et puis aussi, ça, si on parle de littérature de genre, ce qui concerne aussi le fait qu'il y a plein de livres qui sortent qu'en numérique. Ouais. T'as des maisons d'édition qui font quasiment que du numérique, qui publient des romances et ou des policiers, polars, etc. Lesbiens, que genre lesbiens. La plupart, c'est que en numérique. Oui, donc ça, quand on est numérique, tu le vois pas. Ça, tu le vois pas. Et en même temps, ça permet aussi, à moindre coût, d'en sortir beaucoup plus. Donc, voilà, il y a plusieurs choses qui jouent. Mais après, il se passe plein de trucs au XXIe siècle. Et on s'est un peu posé la question des bornes chronologiques, parce que du coup, Aurore et moi, on enchaîne, on se passe le flambeau entre son chapitre et le mien. Et en fait, 2000, tu te dis, bon, on commence au XXIe siècle, machin, mais en même temps, ça fait sens parce que c'est l'arrivée, la traduction et l'importation des théories queer qui commencent à arriver en France, dans le milieu universitaire et dans le milieu militant, qui de toute façon sont poreux parce que c'est en partie les mêmes personnes. Je crois que la première publication de John Orwell, c'est 90. Non, c'est 2005. Ah, en français. Mais là, c'est sorti aux États-Unis en 90, mais ça commençait à être importé dans les années 2000, avant 2005. C'est ça. Non, mais pour donner des repères aux gens qui écoutent. Oui, c'est vraiment fin des années 90, début des années 2000 que toutes les questions queer débarquent en fait en France par le biais de traduction, notamment, et je sais pas, de séminaires, etc. Enfin, ce genre de choses. Et donc ça impulse aussi autre chose en termes de pensée, de littérature, etc. Et puis de changement aussi de catégorie, de passer de littérature de genre, par exemple, tu disais les romances et les romans policiers, à de la littérature générale ou considérée comme générale. Ah non, il y a toujours énormément de... Enfin, je veux dire que cette visibilité, elle se fait aussi par ce changement de, non, c'est de catégorie, pas juste qu'il n'y a plus de littérature de genre. Oui. Et puis après, il y a... Puis après, comme tu disais, il y a la politique. Moi, au début, je pensais pas que ça allait jouer un rôle aussi important. Ouais. Puis en fait, en lisant tous les bouquins pour écrire, je me suis rendu compte à quel point c'était important. Et en fait, t'as des moments et des sujets politiques qui sont hyper présents, soit en tant que thème abordé dans les romans, soit en tant que contexte d'écriture, etc. Et peut-être que je précise aussi que moi, je parle que de littérature générale. Et très peu de poésie parce que je m'y connais très mal, très peu de BD parce que je m'y connais très mal. Et puis tu ne faut pas tout faire. Et je parle pas non plus de trucs je parle pas d'auto-édition non plus. Non, il faut avoir des bornes pour faire un corpus parce que sinon on ne s'en sort pas. Donc c'est... Je parle pas de fanfiction non plus, alors que ce serait hyper intéressant, mais j'en parle pas non plus. Mais oui, ça fait des choses très intéressantes et qui renouvellent profondément le livre. Et je renvoie sur la fanfic, entre autres, mais pas seulement, à la thèse de Marion Latin. Mais il y a un moment où il faut délimiter un corpus et délimiter un corpus. Tu vois, c'était un copain qui s'est passé il n'y a pas longtemps qui était étonné de ma définition du féminisme qui est assez restrictive. Je lui ai dit, mais oui, mais c'est un effet de corpus. Ça me permet de dire ça je prends, ça je prends pas. Et on a besoin en fait d'avoir des critères parce que il y a un moment, tu le disais, tu envahis chez toi, tu es envahi dans ta tête et ça fait pas de la bonne science, ça fait pas une bonne approche. Alors, moi, je trouve vraiment intéressant en t'écoutant, tu vois, notamment cette prise en compte plus forte que ce que tu pensais au premier abord de la politique, du contexte. On va dire, politique médiatique, d'actualité générale sur les écritures et sur ce qui est raconté dans les livres, donc globalement des romans, et des autofictions, je pense.
Autofiction ça va, auto-édition non. Ça pourrait, tu vois. Mais voilà, et sur ça, parce que bon, mais ça permet déjà de rappeler que la littérature elle est dans le monde. Ouais. Et toi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment très fort quand on lit ton chapitre, et je trouve ça d'autant mieux en fait pour clôturer le bouquin et ramener le lecteur, la lectrice, la lectrice au monde, que en fait c'est vraiment, tu as vraiment une approche de la littérature qui est très ancrée. Est très ancrée dans le monde et dans une approche, ça aura l'air presque péjoratif de le dire, mais pas représentation. Et en fait, on en parlait, on l'évoquait rapidement tout à l'heure, et moi, en fait ça me paraît très précieux, et ça fait beaucoup de bien, parce que ça permet aussi, quand on lit sur les années 1900 ou des choses comme ça, on peut quand même se sentir un peu lointain. Encore que moi, je veux dire, il m'en faut pas beaucoup. Moi, ça me semble lointain, en tout cas. Mais il y a quelque chose, moi je l'ai fait en plus, tu as un effet de lecture de le lire de façon contemporaine, où je vois aussi dans ton écriture et dans les axes que tu choisis un souci d'inclusivité, j'ai les bonnes syllabes, et de représentation du monde aussi actuel pour penser. Et pas juste pour les romans dont tu parles, mais aussi pour réussir à penser ces romans et à ce qui se passe. Et là, tu vois, par exemple, j'ai l'impression que le grand postulat de ton chapitre, c'est de dire qu'il y a quand même des formes d'ébullition politique, notamment médiatique, mais qu'il y a des diversités de parcours. Et qu'il n'y a pas la lesbienne, c'est clairement un truc qui n'existe pas, c'est pas ça qui se passe. Tu ajoutes les personnes trans, mais tu dis, voilà, on ne naît pas lesbienne, on le devient, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est le devenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre finalement aussi de classer, de présenter. Alors, il ne me semble pas que tu aies non plus une typologie hyper stricte, mais par contre, tu as une représentation assez large de ces pas identités, mais devenir lesbien. Oui, en fait, en bossant sur le corpus, je me disais, mais c'est incroyable le nombre de choses qui sont abordées, en fait. Il y a les événements politiques qui sont abordés de diverses façons. Il y a de plus en plus de personnages trans et d'auteuristes trans aussi. Ce qui, moi, me tenait aussi à cœur de façon très personnelle, même si j'étais encore placard à ce moment-là, mais là, je voulais en parler, quoi, c'était évident. Il y a ça. Il y a aussi toute la question autour de la racialisation et du racisme et de l'antisémitisme et de l'islamophobie. Qui sont aussi des choses qui apparaissent de plus en plus. Et en fait, il y a tout un truc... c'est toute la question aussi d'une nouvelle génération ou de nouvelles générations au pluriel d'auteuristes. Et moi, je me disais, waouh, en fait, en retraçant tout ça, je vois la naissance de plein de choses différentes. C'est incroyable. Et il y a un côté de... moi, j'ai trouvé ça magique, en fait. Et même sur des sujets qui, moi, dans ma vie personnelle, m'intéressent moins, mais que je trouve assez intéressant en littérature, toutes les questions de maternité lesbienne, par exemple. Je crois que j'en parle. Si, t'en parles. J'en parle ? Ah ouais, t'en parles. Tu cites Wally Delors, notamment, il me semble. Ouais, mais j'aimerais bien en faire un... Je pense que je vais en parler dans une newsletter, parce qu'en fait, il y a quelques mois, j'ai un post-it accroché à mon bureau qui recense tous les types de... Souvent, dans le militantisme et tout, on dit materguinité, pour dire maternité lesbienne. Et je me suis fait un petit post-it de genre tous les types de materguinité qui sont représentés en littérature française contemporaine, et il y en a plein. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ça suit aussi les évolutions législatives. Parce que par exemple, si tu prends Les Oiselles sauvages de Pauline Gontier, qui est sorti en 2021, si ma mémoire est bonne, c'est juste avant que la loi pour la PMA passe. Et donc en fait, elle met en scène un couple de lesbiennes qui vont en Belgique. Et déjà, il y a le fait que c'est hyper proche de situations que moi je connais autour de moi, mais aussi le livre serait sorti 1 an plus tard. Est-ce qu'elle l'aurait écrit autrement ? Est-ce qu'elle aurait... Tu vois, et ça pose... Et du coup, il y a le fait d'être vraiment en plein milieu. Déjà, moi, je trouve ça hyper... je sais pas, hyper excitant d'être au milieu de l'action, même si c'est genre l'action littéraire, mais... Ouais, tu cites au moins 2 livres que je vois ici. Oui, il y a Pauline de la Broilard aussi. Ouais, et tu cites Outrage aussi sur la maternité. Ouais, attends, je les sors. Et attention, il y a la maternité et parentalité, qui sont encore d'autres
thématiques. On a fait une petite pile dans ce qu'on a trouvé chez moi, c'est-à-dire pas assez de choses. Mais voilà, et notamment les deux que j'ai pas encore lu. Les deux sont dans la... Allez hop, c'est trop bien. Les deux sont dans la petite liste là que j'ai faite, que j'ai préparée pour une prochaine newsletter. Et c'est normal qu'il à lire, mais... oui. Ben en fait, il y a par exemple Pauline de la Broala, donc dans Ça raconte Sarah, c'est l'histoire d'une femme qui sort de l'hétérosexualité et pour aller vers le lesbianisme, enfin en tout cas dans une relation avec une femme en particulier, donc qui s'appelle Sarah. Et elle a un enfant. Et donc il y a aussi se pose aussi la question dans le roman de que faire de cette femme qu'il y a dans sa vie et de l'enfant et de comment ça va se passer et de est-ce qu'on reconstitue un foyer, comment, qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin, donc il y a ces questions-là, donc c'est une espèce d'un truc de recomposition. Parce que ça reconfigure tout, quoi. Mais c'est ça. Et qu'est-ce que tu dis à l'enfant? Est-ce que tu lui présentes la meuf directe ou pas? Enfin, parce que c'est une meuf et pas un mec. Alors c'est des questions que tu peux te poser dans un contexte hétéro. Ouais. Déjà, est-ce que tu présentes le nouveau papa, enfin pas le nouveau papa, mais un beau papa, un machin, etc. Mais quand en plus c'est une dame au lieu d'un papa. C'est ça, et ça pose... Ça met Constance Debré, elle en parle aussi dans... Parce que j'ai les trois en tête, comme je me suis en ce moment. Le titre. Comme j'ai les trois mêlés dans ma tête en ce moment, mais je crois que c'est peut-être dans Playboy, dans le premier, où elle en parle avec son fils. Maintenant. Elle lui dit, la narratrice dit à son fils, voilà... en gros, maintenant, je suis qu'avec des meufs et tout, et le gamin qui est là, genre, oui, je m'en doutais un petit peu. Oui, parce que c'est aussi être des projections, enfin, ça, c'est... Ouais. Mais, voilà. Et donc... Oui. Puis c'est Outrage qui est quand même et important. Outrage aussi, qui est un livre que j'aime beaucoup. D'une part parce qu'il est publié aux éditions Blast, qui est une maison indépendante toulousaine. Est-ce que c'est le moment de montrer ce que j'ai de Blast qu'on a attrapé rapidement? J'en ai d'autres. T'as Niedergang ici et Miel et Al là-bas. Ah oui, on a fait le fan club de Blast. Attends, je suis trop loin. Est-ce que t'arrives à attraper? Ouais. Oh non, mais nous on déménage. Hein. Hop là, super. Allez hop. Non, mais ça fera plaisir aux copains. Alors on se fait plaisir. Miel Pagès qui est déjà venu parler, Albaïla qui est venu parler, Pierre Niedergang. Oui, qui a littéralement soutenu sa thèse hier. Félicitations. Bravo. et Outrage. Ouais. C'est bon? C'est bon. Donc du coup Pierre c'est un essai, mais le reste c'est pas des essais, mais juste pour préciser peut-être. Mais du coup Outrage par exemple c'est hyper intéressant parce que il est question d'énormément de choses dans ce roman. C'est un roman qui est très très riche, mais il y a notamment le fait du corps lesbien enceint et du corps lesbien qui sort des normes de genre et qui est enceint, et en fait il y a toute la question du regard et qui n'est plus encore 6 et qui n'est c'est pas je l'ai pas encore lu Outrage. Ah si, c'est quand même assez je sais pas ça c'est ce que tu as dans le livre Les Argonautes de Maggie Nelson. Ah oui ça c'est autre chose. C'est encore autre chose hein, mais qui m'avait pas mal plu. En tout cas c'est toujours genré au féminin. Ouais, ok. La narratrice est toujours genrée au féminin, mais elle est clairement dans une expression de genre plutôt un peu butch quoi, ou masculine en tout cas. Non, mais si c'est genré au féminin dans le bouquin, c'est genré au féminin dans le bouquin, on se pose pas d'autres questions. C'est ça, mais en fait du coup c'est hyper intéressant d'avoir ce corps lesbien plutôt masculin qui se balade dans l'espace public avec un énorme ventre, et il est beaucoup question des regards posés sur ce corps là, sur ce ventre, et les regards qui bug entre le ventre et la tête de la personne enceinte, et voilà, et donc il y a aussi cette question-là. Et ce que je veux dire sur on se pose pas de questions, c'est parce qu'on parle pas... la voix narrative n'est pas la voix de l'autoriste. Oui. Donc, contexte des bouquins, non, mais je me recadre moi-même. Fais donc. Ah ben... Et, mais Outrage, c'est incroyable, il faut le... J'ai très très envie, mais j'ai même un peu peur. Ah non, mais après, c'est... Enfin, voilà, tu parles d'intensité. Oui, c'est une intensité très intense. Et il est question de sexisme, de lesbophobie. Enfin, je vais citer. Enfin, voilà, ça va être beaucoup de choses d'un coup. Mais beaucoup de sexisme, beaucoup de lesbophobie, d'antisémitisme, il est question d'inceste aussi. Donc c'est assez lourd, hein, on va pas se mentir. Mais c'est absolument passionnant. L'écriture est incroyable.
L'ouvrage est incroyable. Voilà. C'est un ouvrage qui est très important, moi je trouve. Voilà. Je sais que c'est un ouvrage important. C'est juste que je ne l'ai pas encore lu, mais je sais que c'est un ouvrage important et que je confirme par toute la bonne réputation qui l'entoure. Ouais. Et de manière générale, les éditions Blast, moi j'adore. C'est très bonnes éditions. Toujours des choix courageux. Des choix éditoriaux importants, courageux. Des façons de travailler qui ont l'air d'être en plus très correctes. Les bouquins sont beaux. Les textes sont beaux. Enfin, c'est super. On adore Blast, quoi. On adore Blast et il y a une... Peut-être qu'un jour je pourrais théoriser un truc genre la génération Blast, tu vois. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose entre les différentes autoristes, que ce soit en fiction, en poésie, en essai. Ça me ramène ensemble un type de personnes, de pensée, de manière de voir le monde, de percevoir le monde, d'écrire sur le monde. Mais un jour, il faudra... Quelqu'un, peut-être pas moi, mais un jour, il faudra faire quelque chose là-dessus, en tout cas. Je pense que ça viendra parce que sont des éditions trop importantes pour que ça n'arrive pas. Complètement. Et donc voilà, soutenez les éditions Blast. Je reviens à ton chapitre parce que ça nous permet de faire ces petites digressions qui font plaisir. Tout à fait. Alors oui, de toute façon, tu ouvrais là-dessus sur les nouvelles maisons d'édition importantes. Je vais quand même lire la liste parce que c'est important de citer les gens qui bossent bien, comme Bourakis. Je pense en particulier à la collection Sorcière. Tout à fait. Et guettez la rentrée littéraire, il va y avoir des choses intéressantes. Hors d'atteinte. Ouais, ça c'est en... Oui, c'est une maison. Daron, Métagraphe, Talent Haut, X, Blast, etc. Et tu rajoutes et tant d'autres pour ne vexer personne. Oui, et puis surtout pour parler de celle qui peut-être est en train d'émerger au moment où j'écrivais. Et c'est comme ça. Mais ça fait partie de la vie. Mais il y a quand même des choses qui se passent. Je crois pas avoir encore parlé des éditions Daron, moi, tu vois, par exemple, ou de Métagraphe, je connais pas, tu vois. Donc c'est quand même aussi des choses où il faut que j'aille. Ouais. Mais après, bon, Cambourakis, j'en ai quand même fait pas mal, etc. Enfin, on se retrouve régulièrement. Cambourakis, attends, j'en profite parce que... mais Cambourakis, on en a... Tu m'as littéralement mis une pile à côté de moi. En fait, il y a 3 Cambourakis. Oui, mais du coup, il y a le dernier, un des derniers de la collection Sorcière. Et j'ai fait une vidéo dessus. Voilà, hors d'atteinte. Qu'on adore, enfin moi j'adore en tout cas. Viendra Le Temps du Feu de Wendy Delorme, évidemment, qu'on ne présente plus. Et le premier roman de Marcia Burnier, Les Orageuses, qui est hyper bien aussi. Si vous avez envie de violence et tout ça. Enfin, je veux dire de violence. Non, mais littéraire. Non, mais je veux dire de violence cool. Enfin, je veux dire dans le sens c'est les meufs qui sont violentes envers le patriarcat. Oui, c'est pas. Pas en mode. Et puis ça interroge ces limites ou non de la violence. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas. Ouais, mais c'est jouissif. C'est. Enfin, moi, je trouve ça jouissif comme lecture. Je me dis, mais c'est génial. C'est intéressant. Et tu as déjà lu Dirty Weekend? Qui est pas très lesbien, mais très intéressant. Et je l'ai pas encore fini, mais justement, je me suis mis à le lire il y a quelques mois parce que justement, avec Marcia, j'avais posé une question sur l'influence de Despentes sur son œuvre ou un truc comme ça. Et je lui avais dit, ouais, par exemple, baise-moi en termes d'influence pour Les Orageuses, etc. Et tout. Elle m'avait dit, en fait, plutôt Dirty Weekend que baise-moi en termes de tout ce qui est tout ce courant qu'on appelle de rape and revenge, etc. J'aime beaucoup plus Dirty Weekend, honnêtement. Ouais. Non, c'est pas grave. Je l'ai pas fini encore. Parce qu'après il y a eu la rentrée littéraire, et puis après il y a eu une autre rentrée littéraire. Et puis c'est dur de tout faire. Et donc dans ces années, on va dire presque 25 années, tu vois cette énorme représentativité, c'est devenir... Et toi tu as vraiment à cœur de représenter, enfin ou de montrer aussi les façons quand même très différentes qu'il y a d'écrire et de se positionner quand on est une auteuriste racisée ou racisée en fait, tu vois, ça c'est ce que tu mets quand même, et des évolutions de ça, enfin de ces questions-là dans le temps. Je commence à fatiguer, ça s'entend. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus ou me dire c'est bon? Parce que oui, t'as un peu cité Nina Bouraoui. Ouais, il y a Nina Bouraoui qui est... Je crois que c'est la première fois quand Nina Bouraoui commence à publier ses romans autofictionnels. Je pense que c'est la première fois qu'on a en France une autrice ouvertement lesbienne, parce qu'elle s'en est jamais cachée, ouvertement lesbienne et racisée, qui prend la parole en public et qui a un écho pareil. Donc ça c'est quand même... c'est vachement important. Ça c'est quand même hyper important. Après je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que... Parce qu'après on n'a plus grand monde pendant un certain temps, en termes d'écrivaine lesbienne arabe, je veux dire. Et après je crois qu'on a quasiment personne en termes de... Enfin, qui a une visibilité pareille en tout cas, jusqu'à Fatima Das, donc qui publie La Petite Dernière en 2020, qui a connu une réception
catastrophique, et quand je veux dire catastrophique, je veux dire lesbophobe, raciste, islamophobe et sexiste. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et de l'extrême gauche à l'extrême droite, hein, c'est-à-dire que tout le monde s'y est mis collectivement pour enfoncer et le livre et son autrice. Et il y a beaucoup de dynamiques qui jouent à cet endroit-là, et moi ce que je postule en fait, c'est que. Parce que j'ai un peu travaillé sur leur réception médiatique à toutes les deux, et en fait ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'il y a vraiment la bonne écrivaine lesbienne arabe et la mauvaise. Ouais. Et... Celle qui va correspondre au cliché, celle qui en sort en gros? Non, plutôt celle qui va correspondre au code bourgeois et donc blanc, cis, hétéro, et celle qui va pas correspondre. Et Nina Bouraoui, même si, enfin, il y a eu tous ces récits d'enfance de garçons manqués, tomboy, etc., qui sont fantastiques, mais aujourd'hui, elle a une apparence, elle a une expression de genre féminine. Elle a les cheveux longs, lisses aussi, c'est pas... Non, c'est pas négotique. Je sais que ça fait un peu blanche, hein, mais je suis bien obligée de le reconnaître. Et voilà, et elle a un habitus bourgeois aussi. Elle s'exprime bien selon des critères bourgeois. Et donc en fait, elle passe bien à la télé, elle passe bien à la radio. Il y a quelque chose comme ça qui fait que, même si en vrai, il y a certains de ces bouquins qui sont carrément explosifs, quoi. Et franchement, enfin, ce qu'elle dénonce en termes de lesbophobie et de racisme, c'est fort. C'est pas du tout tiède, quoi. Enfin, vraiment. Et ce qu'elle peut raconter sur l'enfance lesbienne est d'une puissance aussi assez incroyable. Mais elle passe bien dans les médias. Et ça, c'est pas anecdotique, quoi. Et d'un autre côté, il y a Fatima Das qui arrive beaucoup plus jeune, du coup, qui arrive comme ça, qui parle d'islam, qui parle de lesbianisme, qui mélange les deux. Qui met beaucoup d'arabe aussi dans son texte. Et là, c'est pas pareil. Parce que Fatima, elle est pas bourgeoise. Elle a pas les cheveux lisses. Elle s'habille pas non plus de manière bourgeoise. Et elle a un habitus qui est très différent. Et son livre est plus frontal aussi dans certaines choses qui sont adressées, et notamment en termes de racisme et d'islamophobie et de lesbophobie et tout ça. Bah, ça attaque plus, quoi. Ça attaque plus frontalement, en fait. C'est beaucoup plus frontal. Et donc il y a ça, donc déjà, et puis dans les médias, quand tu entends dans les médias, elle est confrontée à des choses hyper bourgeoises, hyper blanches et hétéros, et qui correspondent pas à ce qu'elle fait elle. Et en plus, le blurb a été écrit par Virginie Despentes, ce qui est génial pour elle, enfin, ce qui au début était génial parce que ça lui a donné une visibilité immense, et c'est un soutien aussi d'une autrice plus âgée à une autrice plus jeune, et ça c'est, enfin voilà, il y a une solidarité féministe, lesbienne, précieuse, incroyable. Du coup, blurb de Virginie Despentes, ça attire le regard, bam, on achète, forcément, si c'est recommandé par Virginie Despentes, on achète, enfin, je dis forcément non, sauf si on déteste Despentes. Ça c'est pour toi. Mais si on regarde sur des féministes et tout ça, ça peut être prescripteur quand même. C'est très très prescripteur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ce coup... On me demande beaucoup la vidéo sur Quiconque Théorie, on m'a demandé il y a pas longtemps, mais vous avez déjà fait une vidéo sur Despentes? Bah alors, j'en ai fait une où j'étais pas sympa. Et ouais, je suis plus mitigée que toi. Oui, bah oui. Bah. Et en même temps, alors j'ai pas encore lu Apocalypse Baby, mais tu vois, Bye Bye Blondie, je sais pas, mais ça m'a happé. Ah. Alors que c'est un peu con, mais c'est un... Enfin, c'est une romance, quoi. Ah, pardon, c'est pas du tout mon préféré. Ouais, mais c'est complètement une romance. Mais c'est tombé à un moment où j'avais une envie de romance, ça a été parfait, quoi. Ah bah comme quoi, oui. Mais Baise-moi m'a plu, enfin voilà, qui est pour le coup pas une romance. Non, clairement pas. Mais c'est un autre genre de romance. Mais pour finir sur Fatima, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, en fait, elle a été très médiatisée d'un seul coup, et notamment parce qu'il y avait ce blurb de Virginie Despentes, et qu'en fait, tout le monde s'est acharné sur elle, de l'extrême gauche à l'extrême droite, et qu'en fait, du coup, aujourd'hui, on a deux écrivaines lesbiennes arabes, c'est pas les seules, mais c'est les deux plus visibles, et il y a la bonne et la mauvaise. Et donc, on est vraiment dans une espèce de dualité, enfin, c'est hyper polarisé. Et du coup, voilà, enfin, c'est un peu ce qu'on a à disposition, et c'est un dispositif raciste, en fait. Ah, mais c'est hyper déprimant, enfin... Et bref, je sais plus comment on est arrivé à... Mais parce que c'est moi qui te posais des questions. Et Ah oui, sur les autrices racisées. Oui, voilà, mais c'est important de voir aussi que ces effets médiatiques, bah, ils sont pas du tout dénués de politique. Et de politique, ça veut dire aussi de discrimination, de racisme,
de transformation aussi de l'objet livre. On n'arrive pas à un livre tout seul, tu vois, on peut arriver à un bouquin par ta newsletter et on peut y arriver parce que on a vu quelqu'un sur un plateau de télé et ça fait pas la même chose, quoi. Ouais. Et ça change, et on peut entendre dire du mal, et donc on va même jamais aller voir, alors qu'en fait ça aurait pu nous plaire, ou nous apporter des choses, nous bouleverser, nous transformer, et puis tout ça, ça transforme aussi l'objet livre. Et quand on est en ultra contemporain, ça peut être dur d'en sortir, d'où le fait que le travail que tu fais et que d'autres gens font pour justement aller défricher, comme on le disait, pour commencer, est aussi précieux, quoi. Ouais. Et pour, alors on va dire défricher, mais là ça serait te ramener à quelque chose qui serait, oh là là, pas loin de, tu vois, de la Chine, du vide-grenier, d'une archi en quelque sorte. Et non, parce que ce que tu fais, c'est quand même aussi ce défrichage, il est accompagné d'un travail intellectuel et théorique, de représentation, de représentation de pensée, et de présentation des choses, de synthèse, de compréhension d'enjeux très très actuels, et donc c'est d'autant plus dur de les comprendre parce que on est dedans et on en sort, et on est évidemment dedans de façon différente. Enfin, je vais quand même pas redire que j'ai les cheveux lisses, quoi, mais je crois que tout le monde l'a compris, donc je suis un peu moins dedans, ce qui rend un peu plus con dans ce genre de questions. Enfin, j'avais parlé il y a quelque temps du contrat racial et la fabrique de l'ignorance sur la chaîne. Je vais y renvoyer pour ces raisons-là, mais voilà, il y a un peu tout ça qui se passe en même temps. Ouais. Et où en même temps, il ne s'agit pas non plus de dire que le livre d'une lesbienne arabe, c'est forcément que sur ça, en fait. C'est aussi autre chose qui peut se passer. Mais complètement, mais par exemple, Fatima, elle a des pages hyper émouvantes sur l'enfance tomboy, tu vois, que moi j'ai adoré. On va expliquer tomboy, c'est... Garçon manqué. Voilà. Non, mais Oui, j'ai une légère tendance aux anglicismes. On a un public. Il y a des pages super sur ça, il y a des trucs aussi hyper drôles sur le polyamour, et il y a aussi d'autres choses sur... Il y a beaucoup de trucs sur son écriture. Est-ce que c'est plus inspiré du rap ou du fait que la narratrice a de l'asthme et que du coup il y a quelque chose aussi avec comme ça, un truc de rapidité. Ouais. Et il y a eu ces trucs de genre, est-ce que c'est par rapport au rap, parce que forcément on la renvoie au rap puisque voilà. Ou est-ce que c'est par rapport à l'asthme, enfin en fait il y a juste plein de choses. Tu mentionnais l'asthme dans le chapitre, et en lisant ça j'ai souri parce qu'alors moi il y en a bien un que j'arrive bien à lire à voix haute, encore mieux quand j'étais encore fumeuse, c'est Proust, parce que c'est complètement surtout en plus je sais que t'es pas fan de Proust. C'est pas que je suis pas fan de Proust, c'est que pas lecteur de Proust. J'essaye et j'ai essayé plusieurs fois. Mais Laure Murat t'aide beaucoup, donc c'est super. Par contre Laure Murat m'a donné envie de me mettre sous un plaid avec Proust, surtout qu'en plus moi j'ai eu mon grand-père il y a quelques années il m'a donné des vieilles éditions poche, il m'a donné tout Proust en vieilles éditions poche genre qu'il avait, tout ça. Et du coup je les ai tous chez moi, ils sont dans ma bibliothèque. J'ai un coin tout en haut qui est relégué pour les mecs cis hétéros. Et en hauteur, enfin pas les hétéros pardon, mais pour les mecs cis. Et du coup j'ai un c'est pour ça que donc pour tous les mecs cis en tout cas. Et j'ai un coin tout en hauteur où ils sont tous là. Du coup je suis obligée de monter sur une chaise pour les attraper. C'est pour reprendre leur surplomb. C'est pour que les gouines et les trans soient plus atteignables à la main comme ça. Par contre les mecs cis il faut monter sur une chaise pour les attraper. C'est très drôle. Mais en tout cas, on parle quand même le Médicis pour Laure Murat, il fait plaisir. Ah non, mais Laure Murat, incroyable, ouais. Et je trouve super et très réjouissant et extrêmement réconfortant que tu finisses ce chapitre sur être lesbienne est une fête. D'abord sur les fêtes lesbiennes et ensuite sur quelque chose de réjouissant, parce que là, en fait, on est en train de tomber dans la littérature justement, on sortait de ce que la littérature lesbienne comme littérature documentaire, Wittig disait bien, attention à ne pas tomber dans cet écueil, enfin, il le disait vachement mieux et de façon beaucoup plus frontale, mais dans la pensée straight. Et en fait, cette réjouissance d'abord par la présentation, en fait, de ce topos, en fait, de ce cliché de la boîte de nuit ou de la fête lesbienne, et ensuite sur le lesbianisme comme fête. J'ai trouvé que c'était vraiment une clôture qui faisait du bien. Ben, en fait, comme c'était moi qui avais le dernier mot, quoi, enfin avant la conclusion commune, je me suis vachement questionnée sur comment je concluais... Comment conclure. Comment conclure ça, quoi. Et après on avait une conclusion collective, mais je me disais bon voilà, il y a des effets de conclusion avant, on le sait bien. C'est ça. Et du coup c'était le livre d'Alice Coffin, le génie lesbien, qui était déjà sorti et tout ça, et du coup on avait
il était encore très présent quoi, dans toutes les têtes lesbiennes françaises et franco... Enfin, et dans l'espace médiatique. Et très présent dans les têtes homophobes sur Twitter. Oui, c'est ça, très présent chez les FAF. Mais du coup, je voulais aussi... je voulais un truc qui soit puissant et qui soit joyeux, et je voulais un truc et je sais pas, je crois que je relisais Le génie lesbien parce que je crois que je cherchais une citation ou un truc et je suis retombée sur cette phrase et je me suis dit enfin c'est ça qu'il faut pour terminer en fait parce que être lesbienne est une fête, genre je maintiens, enfin c'est vraiment très cool d'être lesbienne et du coup oui je sais pas, j'y tenais vraiment, mais Iris Bray là avec sa série Split qui vient de sortir, elle en parle aussi pas mal en interview où elle dit je voulais montrer ça aussi, que genre être lesbienne, enfin elle utilise une citation légèrement différente mais elle cite aussi Alice Coffin et vraiment ce truc de c'est super en fait d'être et de devenir surtout lesbienne, c'est génial enfin voilà c'est joyeux et puis on peut être lesbienne et plein d'autres choses et c'est super. Alors j'ai envie de faire la conclusion là, parce que c'est hyper conclusif, et en même temps j'ai envie de te dire, bon, maintenant que le livre est sorti depuis un an, même, ça fait quasiment un an et demi même. Un an et demi. C'est en mai. Ouais, mais moi tu sais quand on moi je suis pas très mathématique, mais... Si, ça fait un an et demi je crois. Ah ça fait un an et demi, ouais. Mais tu sais quand on aime on ne compte pas. C'est vrai. Et que en même temps, mais toi tu continues tes recherches. Mais moi j'avais quand même envie de... tu me disais, tu le ferais maintenant, tu ferais d'autres choses. Et j'avais quand même envie de rappeler à quel point la recherche est aussi une fête. Ou en tout cas une évolution permanente, peut-être plus comme un Pokémon qu'une fête. Bah oui, parce que j'étais en tout début de thèse quand on a fait le livre. Et donc on en finançait, comme je disais. Donc du coup, j'avais moins de moyens pour travailler sereinement, quoi. Et oui, clairement, si je refaisais le chapitre aujourd'hui, je le referais pas du tout de la même manière. Et parfois je regarde le chapitre et je me dis ça aurait pu faire mieux, et en même temps t'as fait avec ce que tu pouvais à l'époque et en même temps personne n'avait défriché comme ça les 20 ans de littérature lesbienne au XXIe siècle, personne n'avait fait, donc il fallait le faire. De toute façon tu savais qu'au bout d'un moment t'allais te dire que c'était pas ouf. Je le savais, mais bien sûr qu'on le sait, mais ça empêche pas que ce soit dur. Ça empêche pas que ce soit dur. En vrai, non, mais moi je suis hyper fière du livre et je suis grave contente de mon chapitre, c'est pas la question, mais c'est vrai que si je le refaisais aujourd'hui, je le ferais autrement, je problématiserais les choses un peu différemment et je ferais aussi plus de différence entre les différentes générations au sein de ces 20 ans-là. Et parce que moi, ce qui est devenu vraiment mon sujet de thèse hyper précis, c'est la génération des pentes. Donc c'est une génération d'auteuristes qui ont aujourd'hui entre 25 et 35 ans, plus Wendy Durham, qui a un peu plus de 35 ans. Et elle va me buter. C'est ça, être une précurseuse. Mais oui. Mais non, mais c'est vrai, enfin, en termes de littérature, en termes d'idées politiques, Wendy, elle est pas... elle appartient pas trop à sa génération, elle est plus vers moi ce que... Enfin, bref. C'est pour ça que pour moi, la génération des pentes, c'est pas juste des personnes qui ont entre 25 et 35 ans, c'est que toutes ou entre 25 et 35 ans, mais il y a aussi Wendy. Ce qui veut dire que je ne suis pas potentiellement dans la génération des pentes puisque j'en ai 36, sauf si j'arrive à devenir Wendy Delorme. Ouais, écoute, on peut en parler. Non, mais je note. Je dis 25-35, mais à quelques... Ça m'amuse de le mettre et de le signaler comme ça pour te taquiner. Enfin, mais je suis pas en train de pleurer toutes les larmes de mon corps sur mes 36 chandelles. Ça va. Je pense qu'on peut te mettre dedans quand même. Mais du coup, pour moi, la génération des pentes, c'est pas que en littérature et tout. Pour moi, la génération des pentes, c'est toute une génération de personnes sexisées qui ont été, en fait, dont l'éveil et l'éducation féministe est dû en partie à des pentes, mais autant... on l'a mis, là, King Kong Theory. Oui, on l'a mis. Donc, c'est quand même ce petit ouvrage. Ah, mais parce qu'on me demande la vidéo, elle va venir, mais on va quand même le montrer en attendant. King Kong Theory, ça a quand même changé la vie d'énormément de personnes. C'est pour ça que tu vois que moi, en fait, quand je l'ai lu, j'avais déjà pas mal de féminisme dans les pattes. Et j'ai été à la fois... ça n'a pas été dingue pour moi, à la lecture. Et parce que je n'ai pas lu à la sortie. Aussi, tu vois, je l'ai déjà lu en poche et tout, c'était d'ailleurs mon exemplaire. Hein. Et en vrai, il a fait énormément d'effets sur moi. Je sais que j'ai besoin de le relire pour mieux me rendre compte même de l'effet qu'il m'a fait.
Et je sais que j'ai pas eu une bonne lecture de cet essai, donc j'attends d'avoir le temps de le relire pour en parler, parce que je vais pas être juste sinon. Ouais, parce que moi, ça a été un des tout premiers livres, voire peut-être même le premier, je sais pas, je devais avoir 19 ans, je crois, ouvrage féministe que j'ai lu, et qui m'a retourné le cerveau. J'étais là, oh waouh, enfin, je me dis, mais c'est pas... Et ça m'a lancé. Et je suis pas le seul, quoi. Et ça m'a lancé ça a dans lancé une... énormément de gens. Mais par contre, féministe. Et ça a lancé aussi énorme, parce que ça a été une surprise éditoriale. Et ça a aussi lancé un champ. Ouais. Et bref, donc ce que je voulais dire, c'est que du coup, il y a une génération dépente en termes militants. Et donc ça veut dire qu'il y a aussi un avant et un après, finalement. Il y a un avant et un après dépente. Enfin, je dirais toujours là. Non, j'en ai pas encore un après dépente. Mais il y a un avant et un après théorie. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'en fait, dépente qu'on aime ou qu'on n'aime pas son œuvre. Tu vois, parce que moi, toi, là, je te dis, ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas aimé, mais en fait, c'est pas la question de ça. Et de toute façon, ce qu'on disait avec la copine de Book and Chill quand on a fait la vidéo sur Cher Connard, c'est on avait tellement envie de l'aimer encore plus. Et donc, oui, autrefois, on a eu des déceptions sur des éléments formels, des choses comme ça. Parce qu'on avait vraiment envie de l'aimer plus, parce que c'est des pentes, et qu'on aime des pentes. Mais c'est pas en fait une question finalement d'affect, c'est qu'elle elle arrive à saisir quelque chose de l'époque et en même temps à la faire avancer. Ce qui est exactement la définition du héros chez Hegel, et c'est très 19e de le voir comme ça. Mais il y a effectivement des figures comme ça. Moi, je pensais que c'était un délire des 19e et des romantiques, tu vois. Et en fait, quand tu vois quelqu'un comme Despentes, ça marche. Alors, sauf que j'appellerais pas ça héros ou héroïne, parce que je trouve ça vraiment trop kitsch, tu vois. Mais il y a un truc, voilà, de synthèse de l'époque et en même temps qui l'a fait accélérer. Et je trouve que ça marche très très bien pour elle. Complètement pour King Kong. Et d'ailleurs, je pense que, parce qu'il y a, je suis pas sûre que ce soit très connu, mais ce qui est intéressant, c'est que King Kong Theory, elle le rédige quand elle sort de l'hétérosexualité. Ah oui, tu vois, j'avais pas fait le rapprochement. Et parce que il sort en 2006. Donc c'est au début de sa relation avec, au milieu de sa relation avec Preciado, donc sa première relation lesbienne. Et à mon avis, moi, ce que j'aurais envie de postuler, c'est que c'est pas anecdotique, et que si elle avait encore été dans l'hétérosexualité, elle aurait pas écrit le même King Kong Theory. Et d'ailleurs, dans Testo Junkie, Preciado, il en parle et il dit, il a une phrase à un moment genre je la vois assise à son bureau en train de rédiger King Kong Theory. Enfin, il y a plusieurs moments où il parle comme ça d'elle en train d'écrire King Kong Theory, et il parle aussi de leurs échanges de livres et de leurs échanges d'idées, etc. Et donc il y a aussi beaucoup de queerness. Elle apparaît pas évidemment comme ça, mais en sous-texte il y a beaucoup de queerness et de lesbianisme et de références qui ont été apportées, entre autres, que Preciado a donné en fait à Despentes. Et ça c'est... Voilà, à mon avis, c'est pas anecdotique. Et ce qui rencontre complètement le besoin d'un peu de théorie, ce qui est une pensée située, et que située en dehors de l'hétérosexualité permet de mieux la voir. Mais c'est ça. Moi, je suis persuadée que les meilleures critiques de l'hétérosexualité, elles viennent des lesbiennes. Ça me paraît... Enfin, parce que sinon, si t'es une autrice ou une essayiste hétérosexuelle et que tu vas toujours tenter de trouver un aménagement, d'aménager l'hétérosexualité pour que ce soit plus vivable, alors que les lesbiennes, elles vont être là, et non, c'est pas vivable, il faut se barrer en fait. Barrez-vous en courant. Ce qu'on retrouve avec le livre de Mona Chollet sur l'amour. Je voulais pas balancer. Non, c'est moi qui le fais. Moi aussi, tu balances. Mais je le cite pour ça permet de comprendre aussi ce qu'on dit et de situer un livre et ses positionnements par rapport à d'autres. Moi, je veux dire, ça. Parce que, alors lui, je l'avais juste parcouru, je l'avais pas lu en entier. Moi, sur les essais de Mona Chollet, j'ai ça c'est des bonnes synthèses, c'est pas non plus que des synthèses, il se passe aussi autre chose. C'est pas mes essais préférés, mais je suis contente qu'ils existent. Tu vois, j'ai vraiment cette espèce de positionnement où je suis quand même plus empathique avec Despentes. Mais je te dis, moi j'ai un effet de lecture très lointain, et puis en fait, je suis arrivée en féminisme avec le deuxième sexe, donc ça. Enfin, pas en féminisme avec le deuxième sexe, je suis arrivée en féminisme par les histoires perso, mais le premier que j'ai lu, c'est le deuxième sexe. Très jeune. Et en même temps, j'en ai rien fait dans ma vie. Tu vois, parce qu'il y a une connexion entre la théorie beauvoirienne, quoi. Et la vie qui s'est pas faite pour moi, clairement, quoi. Ouais. Alors, je pense que Despentes, elle a une écriture qui permet de beaucoup plus connecter. Et puis c'est plus court, quand même, accessoirement. Légèrement plus court. C'était pas une lecture habituelle, on va dire. C'est ça. Habituelle, moi, par exemple, j'ai beau être, enfin, je sais pas, genre oui, je suis militant féministe depuis longtemps et j'ai lu plein de choses et tout ça, mais j'ai jamais lu le deuxième sexe en entier. Mais c'est énorme.
Ben, c'est ça, enfin... C'est vraiment énorme comme bouquin, et puis il y a plein de passages qui sont... Moi, je le conseille quand même, mais je sais qu'on n'a pas le temps. Voilà. Je conseille, je n'impose pas. Hein. De toute façon, je ne vois pas comment je peux t'imposer une lecture. Enfin, non, ça me paraît compliqué. C'est mais... vraiment genre, mais... Aussi, attends, c'est moi, parfois je fais, quand j'ai vraiment des énormes coups de cœur et que les gens ne suivent pas mes coups de cœur, je finis par leur dire parfois... Tu tires la gueule et tout. Non, c'est vraiment du chantage émotionnel. C'est genre, on pourra plus être amis si tu ne lis pas tel livre. Ah ouais, ça c'est un truc que j'ai jamais fait. Je l'ai fait une fois, pour Colza. Ah, Colza est vraiment... On va le remontrer, on est encore chez Gast. Mais Wendy, alors, quand elle a fait son... Mais c'était Wendy Delorme où je lui ai dit, au bout d'un moment, j'étais là, au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, Wendy, ça suffit, on peut plus être amis si tu ne lis pas Colza. Et elle l'a dit quand elle a fait son post Instagram pour dire à quel point Colza c'était bien, parce qu'évidemment, elle a adoré. Elle a dit, oui, bon, alors Alex, Alex m'a menacé. Donc, au bout d'un moment. Donc, du coup, j'ai lu Colza et j'ai adoré. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à une super collaboration de réédition évidemment, j'ai plus le titre, parce que je commence à fatiguer moi aussi. Le premier, je crois que c'est son premier en plus, texte. Non, pas quatrième génération, c'est... parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont été édités en même temps. Là, ça va plus me revenir, je suis désolée. Mais parce qu'en fait, là, il y a eu toute une vague de rééditions en poche des bouquins de Wendy Delorme, et notamment un où, du coup, en fait, elle réfléchissait à quelqu'un pour une préface, postface, etc. Et en fait, quand elle a lu Colza, il y a eu ce truc de... il y a quelque chose. Albella, Wendy Delorme, les plumes, il y a quelque chose dans l'écriture... voilà, et du coup... moi, tu sais qui m'a offert Colza? Non. Miel Pagès. Ah oui, mais évidemment. Tout est lié, tout est lié, tout est lié, puis on en revient toujours à Blast de toute façon. Ouais. Donc, Mais parce que être lesbienne est une fête et ça fait de la belle poésie, quoi. Oui. C'est vrai. Globalement, ça fait des beaux essais, de la belle poésie, des belles fictions. Des beaux textes. Et des belles maisons d'édition. Ouais. Alex, est-ce qu'il y a des questions que tu aurais voulu aborder que j'ai oubliées? Je sais pas. Ah tu veux si, on peut. Je pense si, parce que je pense que c'est important. En plus, j'étais justement en train de me dire, est-ce que je veux dire des trucs trans? Moi, voilà, c'est... Mais si. J'explicite. Ouais, vas-y. Au moment où est sorti écrire à l'encre violette, apparaît pour toi un autre prénom sur la couverture. Ouais. Et là, normalement, vous aurez bientôt un retirage. Ton nom va changer. C'est en cours, là. Ouais, la semaine. On me dit. On se réjouit. On me dit là, très bientôt. Très bientôt. Et ça va permettre d'avoir ton prénom actuel. C'est ça, partout. Et en fait, c'est une vraie question parce qu'au niveau universitaire, par exemple, il y a des bibliographies. Il faut quand même qu'on puisse attribuer le bouquin auquel tu participes. Mais en fait, quand le prénom n'est plus le même à quelques années près, on ne sait pas trop quoi faire. Pour citer écrire à l'encre violette avec mon collègue et ami Clément Dessy, on a fait le choix de mettre que l'initiale de ton dead name. Donc le dead name, c'est le prénom ancien. Avec une nouvelle édition, on aurait pu changer, mais c'est vrai que on avait cette question de comment repérer bibliographiquement. C'est une vraie question scientifique en fait, ça a l'air d'être bête comme ça, mais c'est pas simple. C'est une vraie question et ça ouvre des trucs de réflexion. Mais je suis en train de réfléchir, enfin, je pense que je vais écrire un truc sur le sujet parce qu'il y a plein de... Enfin, de manière plus large, genre être une personne trans et ouvertement trans dans le milieu académique, qu'est-ce que ça implique? Voilà, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique de changer ton prénom sur la couverture? Comment, alors c'est pas comment on peut faire, je vais pas te demander de faire un memento pour tout le monde parce que ça marche pas, parce qu'en fait ça dépend un peu des gens quoi. Ça dépend de ce dont t'as envie, enfin... Après moi il y a des choses qui... Et puis ça évolue aussi. Ça évolue, enfin moi je suis passée d'un truc de regarder la couverture de cette édition-là, enfin de ce livre-là avec cette édition-là, avec un peu en grimaçant en me disant punaise si t'avais fait ton coming out plus tôt t'aurais pu avoir ton autre... Enfin voilà. Directement sur la première. T'aurais pu directement et tout, et puis en fait les choses se font quand elles doivent se faire. Comme ça. En l'occurrence, quand on a accès à de l'argent et une sécurité sociale pour faire une transition médicale, qu'on n'avait pas avant. Et en fait, maintenant, je suis plus dans un truc où, en fait, déjà, je suis hyper fière de ce livre et tu vois, donc déjà, il y a ça. Vous pouvez vraiment. Ouais, je suis hyper fière de ce qu'on a fait, en fait, collectivement, c'est trop bien. Et je pense qu'il y a aussi... quelque chose de l'ordre du parcours et tu vois moi par exemple j'emploie pas le terme de dead name parce que non mais je veux dire c'est un terme qui est très répandu dans le militantisme queer et tout ça, mais moi je dis mon ancien prénom, tu vois. Ça se joue sur des subtilités comme ça où je me dis
c'est mon ancien prénom, tu vois, c'est pas genre mon ancien nom est pas mort, tu sais, y a pas de... Mais tout à l'heure, je te parlais de deuil sur un contexte pas loin, mais un peu différent. Oui, voilà. C'est... Et c'est c'est mon ancien prénom, enfin, je veux dire, enfin... Tu vois, ce qui a aussi été choisi par ma mère, que j'ai perdu il y a longtemps, donc il y a aussi quelque chose qui est... Tu vois, c'est quelque chose de l'ordre de la transmission familiale, enfin bref. Donc il y a tous ces trucs-là. Après, en termes de tout ce qui est pratique citationnelle, etc., de qui on cite, comment, nanana, ça c'est tout un sujet. Mais par exemple, à un moment, je me suis vraiment dit, mince, comment je m'autocite ? Déjà, comment je m'autocite ? Ça, c'est une grande question. Je me l'étais pas dit, tu vois. Là, vraiment, pour un aveugle absolu, je m'étais pas demandé comment tu te citais toi-même. Comment je me cite moi-même ? Bon, avec mon nouveau prénom, du coup, bref. Mais je me suis posé la question. Et je me suis dit, mais en fait, et j'ai eu vraiment un moment de genre, mais est-ce que les gens vont capter ? Après, je me suis dit, en fait, genre, est-ce que tu connais beaucoup de lâche-cars qui bossent sur la littérature lesbienne en France ? Je ne pense pas. Et c'est là où ça fait partie des rares avantages d'avoir un nom rebeu, en fait, un nom de famille rebeu, en fait, dans un monde académique extrêmement blanc. C'est qu'un lâche-car en littérature lesbienne, enfin, globalement, il y en a qu'un, tu vois, forcément. Donc, en fait, les gens vont forcément savoir que c'est moi. Et puis, les gens qui s'intéressent aux littératures lesbiennes, globalement, sont plus ou moins au fait des trucs queer. Donc c'est pas très compliqué de comprendre que je suis une personne trans et que j'ai changé de prénom, tu vois, c'est pas... Contrairement à ce que les paniques morales font courir, les personnes lesbiennes sont les plus accueillantes, si on peut dire accueillantes, mais les moins transphobes, globalement. Ce qui veut pas dire qu'ils ne sont pas transphobes. Les moins transphobes... La population générale. Mais celles qui sont transphobes, par contre, n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Et c'est important de le préciser aussi. Mais globalement, j'adore les lesbiennes. Mais oui, et je suis trop contente d'avoir mon nouveau prénom dans la réédition, enfin pas la réédition mais la réimpression. Accessoirement, j'ai demandé aussi à ce que ce soit fait parce que je suis en train de déposer mon dossier de changement d'état civil auprès du tribunal et que en fait montrer cette preuve papier, c'est énorme. C'est genre bonjour, j'ai écrit un livre et puis entre temps j'ai changé de prénom et il se trouve que tout le monde est hyper ok avec le fait que j'ai changé de prénom. Voici la preuve. Merci de me donner des nouveaux papiers. Bon, bref, ça c'est absurde. Non, mais c'est une preuve. De c'est une preuve parce qu'en fait, tu t'es obligé de montrer des preuves de ta nouvelle vie, whatever. Bah, ça te force à vivre dans une espèce d'inconfort où on te force à tenter avant d'avoir la sécurité de l'état civil. Ah oui, mais en fait, on te force à vivre. En fait, on t'oblige à vivre dans une identité que ensuite tu vas devoir... Enfin, en fait, tu vis une identité et ensuite tu dois demander officiellement le droit de vivre cette identité-là en l'ayant déjà vécu et en fournissant des preuves. Et ensuite, tu as le droit... Alors que sur toute cette période-là, bah, tu n'as pas tes papiers qui collent avec... Mais c'est ça, bref, c'est complètement absurde et abolissons la mention d'état civil dans les papiers d'identité. Mais c'est un autre sujet. Mais ce qui est pas simple, mais non mais on pourra pas le régler aujourd'hui là tout de suite dans le mais promis on l'essaie. Non mais voilà, enfin je pense que mais en tout cas pour les bibliographies c'est aussi un problème qu'ont les femmes mariées d'avoir le CV découpé par si elles ont publié avant le mariage ou des choses comme ça. Complètement, mais j'ai pensé aussi parce que quand j'ai voulu changer mon adresse mail à la fac à Vienne, ce qui n'a pas marché parce que les gens sont transphobes, je me suis posé la question aussi des femmes mariées, enfin bref, mais oui, mais après tu vois, enfin moi je trouve ça chouette, genre voilà, c'est un moment de ma vie, j'ai publié ce livre là, un moment de ma vie où j'étais pas encore out en tant que personne trans et c'est complètement ok et voilà, et bientôt j'aurai 2 exemplaires chez moi, j'aurai celui-là et j'aurai le nouveau et je serais contente d'avoir les 2 côte à côte, tu vois, enfin je suis toujours la même personne donc voilà, donc à partir de là ça me donne envie de prendre le essai ok d'Al essai ok dans le prologue. On en finit là pour le coup, je trouve que ça fait une belle conclusion. C'est ça fait une très belle conclusion. C'est génial. Merci beaucoup. Bah merci à toi. Et je vous dis à bientôt.